êtes directeur chez Colas Environnement. Vous êtes très actif auprès des maîtres d'ouvrage que vous aidez à faire meilleur usage de leur terrain en friche. Lutter contre l'artificialisation des sols, c'est déjà réutiliser, si j'ai bien compris, ce qui existe tout en l'améliorant. Bonjour. Bonjour, tout à fait. En fait, les friches, c'est du foncier dégradé qui représente des véritables verrues en fait, au niveau des centres urbains et périurbains. On peut voir, là ça tombe bien cette photo, on peut voir cette photo ici, une ancienne friche qui est en cours de dépollution, qui est en fait juste à côté d'une école. C'est pour montrer qu'en fait les friches peuvent être vraiment au cœur de la ville. Et donc reconvertir ces friches, se réapproprier ce foncier, ça a deux intérêts majeurs. La fin d'un espace problématique, comme ça peut être le cas ici, et remettre du foncier à disposition de la collectivité pour éviter en fait d'aller artificialiser des sols plus loin. Et donc limiter cette artificialisation, ça permet de ne pas impacter la biodiversité, de pouvoir laisser l'infiltration des eaux se faire, etc. Donc c'est vraiment important cette notion d'artificialisation, et reconvertir des friches, c'est un excellent levier pour ça. Alors, quand vous m'écoutez, je vous dis que reconvertir les friches, ça n'a que des avantages, c'est vrai. Par contre, il y a un investissement initial qui est nécessaire pour reconvertir ces friches, Benoît le sait bien, qui consiste à déconstruire évidemment l'existant, et ensuite, le cas échéant, dépolluer. Et donc pour pouvoir passer ce blocage qui est parfois psychologique, il faut déconstruire et dépolluer. Et c'est là où, dans le groupe Bouygues, on a beaucoup de briques. En fait, on a même la totalité des briques pour pouvoir faire ça. Et c'est ce qu'on voulait présenter aujourd'hui. Alors, la dépollution est un préalable dans la plupart des cas. Donc tout le monde est généralement d'accord avec ça. Mais comment lever les freins budgétaires ? Alors il y a un point sur lequel je voudrais revenir pour pouvoir répondre à cette question. C'est qu'en France, on dépollue pour un usage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seuil de dépollution nationale où on va devoir rendre tous les sites à un certain niveau de dépollution. On doit dépolluer pour l'usage. C'est-à-dire que la dépollution sera poussée plus loin si on doit faire de l'habitation que si on doit faire une industrie ou si on doit faire un parking. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est nécessaire en fait de faire coïncider l'usage futur avec les contraintes du site, avec les niveaux de pollution que l'on a et donc les niveaux de dépollution qu'on peut atteindre. C'est illusoire de se dire qu'on va faire un usage très sensible sur un ancien site industriel très pollué, puisque ça veut dire qu'il faudra avoir des niveaux de dépollution extrêmement bas qui vont coûter très très cher. Donc ce lien entre usage et état du sous-sol est très important. Et donc ça nécessite quoi ? Ça nécessite de l'anticipation. Parce qu'il ne faut pas se poser la question au moment de dépolluer, quand on est en train de faire les excavations pour faire les fondations ou autres, à quel niveau on dépollue et qu'est-ce qu'on va faire sur le site. Le projet est déjà prévu. On doit anticiper le projet par rapport à ce niveau de dépollution. Ça, c'est très important. Et l'anticipation, elle permet un deuxième levier important qui est la réduction du coût de la dépollution par la marge de manœuvre qu'on va avoir sur les techniques. Les techniques de dépollution, il y en a plusieurs. Dans certains cas, on peut utiliser des techniques de dépollution dites in situ, c'est-à-dire sans escaver. On va pouvoir aller traiter les polluants en place. Donc ces techniques, elles ont deux avantages importants. Le premier, c'est qu'elles coûtent moins cher, donc c'est quand même pas négligeable comme avantage. Et le second, c'est qu'elles sont moins émettrices de CO2. Il y a par exemple, on a fait tourner la calculette carbone sur des chantiers pour une autre conférence sur le village Cité Sol pollué. Sur deux chantiers, un chantier in situ et un chantier d'excavation hors site, il y avait un facteur 10 en fait sur les émissions de CO2. Donc on va émettre moins de CO2 en utilisant les techniques in situ. Enfin, puisqu'on parlait des leviers, évidemment le coût est important. Si jamais, malgré l'anticipation, malgré le fait que les techniques qu'on peut mettre en place coûtent moins cher, le projet n'est pas viable financièrement, parce que la valeur du foncier ne couvre pas ces dépenses supplémentaires, il existe des mécanismes d'État. Vous avez peut-être entendu parler du fonds friche, qui va permettre de compenser finalement le delta qui va rester entre les coûts de dépollution, déconstruction et la valeur du foncier. Voilà. Merci. Benoît Gérardin, bonjour. Vous êtes directeur projet urbain chez Link City,
qui est le promoteur et l'aménageur urbain de Bouygues Construction. Votre rôle est donc notamment de construire des écoquartiers où il fait bon vivre. Comment abordez-vous la question de la déconstruction, de la dépollution et de l'économie circulaire ? Oui, bonjour. Alors effectivement, Link City, dans le groupe Bouygues, a une position particulière puisque Link City est un maître d'ouvrage, donc un aménageur en amont de la chaîne et puis ensuite un promoteur dont le métier est de redévelopper, enfin d'acheter, puis de redévelopper ces fameuses friches dont on parlait tout à l'heure. Alors, moi, la façon dont j'aborde une friche et dont j'aborde un terrain pollué, c'est un peu contre-intuitif, mais je me dis, chouette, un terrain pollué. Pour moi, un terrain pollué, là je suis assis devant un truc où il y a marqué en gros derrière moi le management des risques, mais un terrain pollué, c'est plutôt une opportunité. Alors pourquoi c'est une opportunité ? Bien sûr, un terrain pollué, c'est une somme de contraintes techniques, c'est une somme de coûts. C'est une somme de procédés qu'il va falloir mobiliser. C'est une somme de pédagogie aussi qu'il va falloir faire vis-à-vis des futurs utilisateurs et des élus. Mais un terrain pollué, c'est surtout une opportunité parce que dans mon métier, il n'y a rien de plus difficile que de proposer des développements sur des endroits où il ne s'est rien passé. En fait, le développement en extension urbaine, c'est quelque chose de mortellement chiant. Il n'y a pas d'histoire. En fait, quand on s'accroche sur une friche, on s'accroche sur quelque chose où en général il y a déjà une forme de densité historique, une densité sociale, et donc il y a un petit bout d'histoire à raconter. Et au-delà des contraintes techniques, nous dans notre métier c'est ce qu'on cherche, c'est développer des morceaux de ville qui ont du jus. Et ça se fait beaucoup plus facilement sur des friches qui ont une histoire et donc sur des terrains pollués, parce que souvent les friches qui ont une histoire, le produit de leur histoire c'est que les terrains sont gâtés que sur des zones vertes. Alors ça tombe bien, c'est ce que la réglementation nous conduit maintenant à faire, donc on n'a plus le choix. Mais dès le départ, je pense qu'on a intérêt à changer de regard sur les friches. D'ailleurs, vous avez qu'à voir la friche. La friche, elle colportait jusqu'à présent tout un tas d'émotions négatives. C'est-à-dire quand on disait friche, c'était mal, c'était sale, c'était... Aujourd'hui, la friche, déjà, elle est un peu plus trendy. Quand on dit friche, on voit un truc un peu plus marrant, on voit des jolis bâtiments industriels, on voit quelque chose où il peut se passer des tas d'activités. Donc déjà, la friche commence à évoluer dans la tête de nous tous. Et la friche commence à tranquillement basculer d'un risque, ça c'est ce qui est marqué derrière moi, il y a toujours des risques, je vous rassure, mais se transformer en opportunité. Sur les risques, je complète. En fait, les risques, il y a des sociétés comme nous qui sont là pour les maîtriser. Donc finalement, quand on a des professionnels qui maîtrisent le risque, la part de risque, on peut la calculer et on peut vraiment faire ressortir l'opportunité, quoi. Alors, existe-t-il des sites qui ne peuvent pas être dépollués ? C'est ce que j'ai compris. Et comment décrire les progrès réalisés dans votre métier, justement, dans vos métiers respectifs ? Alors moi, à cette question, je réponds, je ne sais pas s'ils existent, mais s'ils existent, moi je ne les ai jamais rencontrés. En fait, dès lors qu'on a un marché immobilier, c'est-à-dire dès lors qu'à la fin de l'histoire, le terrain dépollué provoque un minimum désirable par des acheteurs finaux, on arrive toujours à trouver un chemin pour le dépolluer. On arrive toujours à imaginer en fait les usages qui s'adaptent sur ce terrain, qui puissent faire en sorte qu'il soit remis sur le marché. On arrive toujours à trouver les techniques qui permettent de le dépolluer au juste coût. Et puis pour les rares fois où on n'y arriverait pas, ça ne vous a pas échappé que derrière il y a un État qui est sur cette question très encourageant et qui fait le nécessaire pour que même quand on n'y arrive pas, on y arrive quand même. Donc dès lors qu'à la fin il y a un projet possible et que le terrain éveille du désir, pour le dire de manière un peu métaphorique, alors il y a un chemin pour le dépolluer. Et en France, ça représente à peu près dans toutes les grandes villes, on va dire dans toutes les préfectures de région, pour employer un mot un peu obsolète, et dans la plupart des préfectures de département, il y a un chemin pour dépolluer un terrain. Et en termes de technique, de progrès Alors, alors déjà, je rejoins complètement Benoît. En fait, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'une histoire d'argent et que si le terrain en vaut la peine, on saura faire la dépollution. Maintenant, les coûts de dépollution ont aussi évolué au fur et à mesure du temps. Et des sites qu'il y a, je ne sais pas, 10 ou 15 ans n'étaient pas attirants, d'une part parce que peut-être le foncier était moins cher, mais d'autre part parce que la dépollution coûtait cher. Aujourd'hui, il y a le foncier qui devient plus intéressant et la dépollution qui diminue ses coûts.
parce qu'on sait mieux la gérer en fait. C'est-à-dire qu'il y a une certaine maturité dans le métier qui est bien plus importante qu'il y a 10 ans, 15 ans, puisque c'est un métier je dirais nous, Colas Environnement, on était les premiers à en faire en France, ça fait 40 ans. Donc c'est un métier qui a 30-40 ans, donc qui reste assez jeune et qui a eu besoin d'avoir justement cette maturité pour pouvoir optimiser cette pollution. Aujourd'hui, on l'est bien plus, oui, effectivement. Merci. Alors, on va parler d'un exemple concret, Benoît. Vous allez nous parler de votre expérience à Lille sur le quartier de la Maillerie. C'est une vaste opération de réhabilitation de l'ancien site logistique des Trois Suisses, qu'on voit ici à l'écran. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui et par quoi a-t-il fallu passer pour en arriver à ces résultats ? Oui, alors effectivement, pour illustrer le propos initial qui était de dire une friche, c'est d'abord une opportunité avant d'être un problème, je vous emmène dans l'agglomération de Lille, en l'occurrence c'est à Villeneuve-d'Ascq, enfin à cheval entre 3 communes, des bonnes vieilles communes du Nord, donc Villeneuve-d'Ascq, la commune de Croix, et la commune de Ouascal, ça ne s'écrit pas comme ça se prononce, donc dans le nord de l'agglomération lilloise. Ce site, en fait, c'est une tranche d'histoire du Nord, puisque dans le Nord, quand les mines se sont mises à fermer dans le bassin minier, donc un peu en dessous du département du Nord, dans le Pas-de-Calais, entre 1960 et 1990, le business qui a pris le relais, il y en a eu 2. C'est le retail, le premier business, et le deuxième, c'est un truc de vieux, mais enfin pour les vieux, c'est la vente par correspondance. La vente par correspondance, c'est ce qui est devenu Amazon. C'était dans le Nord 2 fleurons qui s'appellent toujours La Redoute et les Trois Suisses. Et donc une tranche de l'histoire du Nord, c'est le développement en plein milieu de l'agglomération de Lille de ces énormes entrepôts pas très beaux qui datent de 1970 et que vous voyez sur la photo. Et c'est l'implantation au cœur de l'agglomération, puisque ce terrain avec des entrepôts, il est desservi par le métro, le tramway. Il est à 2 pas d'un centre-ville bourgeois qui est celui de Croix, donc dans un endroit tout à fait insolite. Alors pourquoi ce site-là est une opportunité ? Il est une opportunité parce que vous le comprenez bien, pour les gens du Nord, c'est quasiment 30 ans d'histoire. C'est le rebond de leur économie après l'effondrement des mines. C'est aussi une opportunité parce que ce bâtiment, qui n'a aucun intérêt, mais franchement aucun intérêt, on a malgré tout décidé de le garder et puis d'en faire quelque chose. Alors le garder et d'en faire quelque chose, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a choisi de le désosser. On a découvert un objet qui a une certaine esthétique, enfin pour ceux qui aiment l'esthétique un peu tramée du béton. Et on a choisi de convertir ça en un marché. La partie que vous voyez à droite, si vous vous projetez un peu, vous imaginez, c'est la version 1970 de la Halle Baltard. Donc c'est devenu un marché. Aujourd'hui, les premiers clients sont arrivés. On inaugure ça, non pas la semaine prochaine, dans 15 jours. C'est devenu dans les étages du bureau un parking qu'on est en train de transformer en une centrale de mobilité. Et c'est devenu sur les toits un produit très à la mode, puisque c'est une guinguette. Alors cette guinguette-là, elle n'est pas au bord de l'eau, elle est en balcon suspendu comme à Babylone, en balcon suspendu au-dessus de la ville. Et tout ça, ça a été fabriqué avec des multiples petites allusions aux Trois Suisses, puisque en fait la totalité du bâtiment que vous avez là, on a choisi d'en faire une ressource plutôt qu'un problème. Donc la ferraille, tu l'évoquais tout à l'heure en introduction, en aparté, la ferraille a été intégralement recyclée, évidemment. Ce qui est amusant, c'est que le béton a été intégralement mouliné et donc a été remis dans les bâtiments qu'on a construits à côté. La démolition a été faite dans un premier temps par des artisans et des particuliers qui sont venus se servir dans le bâtiment pour y prendre ce qui les intéressait et faire avec ce qu'ils ont trouvé autant de projets artisanaux ou très locaux. C'est un peu l'histoire du mur de Berlin dont les petites briques se sont retrouvées dispersées à travers l'Europe entière. Et effectivement, le bâtiment que vous avez là a été recoupé par des mezzanines en bois, dont on devine un petit peu la trace sur la photo de droite. Et ce bois-là a été intégralement démonté, déclouté et revendu après être reconditionné, revendu à travers toute la France et en particulier sur notre opération. Donc en fait, on retrouve finalement l'histoire des Trois Suisses et l'histoire de ce site disséminée à travers toute l'opération qu'on a redéveloppée et qui raconte en fait une tranche d'histoire qui fait que le quartier qu'on a développé n'a pas cet anonymat parfois un peu flippant des quartiers neufs. Il a cette tranche d'histoire, il a cette tranche de vie. Les voisins se le sont appropriés plus facilement. Et finalement, ce site qui était, on va dire, souillé par ces bâtiments qui étaient assez infâmes, est devenu une opportunité et un quartier dans lequel j'espère il fera bon vivre. Enfin, on demandera aux habitants l'année prochaine.
Il y a un aspect artisanal quand même à ce projet, me semble-t-il, avec des micro-projets qui se sont montés. Tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus ? Oui, en fait, derrière tout ça, il y avait l'idée, peut-être un peu abstraite, mais de catalyser un écosystème ou de fabriquer un écosystème. L'idée, c'était, à partir de ce bâtiment, là vous avez l'image que vous verrez si vous venez à Villeneuve-d'Ascq aujourd'hui. On est à peu près, c'est encore un peu le désordre, mais ça ressemble quand même pas mal à ça maintenant. Vous voyez le marché en bas, le parking au milieu et puis des bureaux un peu partout. L'idée, c'était à partir de ce bâtiment de fabriquer un écosystème en imaginant sur tous ces déchets ou ces résidus industriels des micro-projets artisanaux, voire même des micro-projets pas du tout professionnels, puisqu'il y a des gens qui se sont venus se servir pour refaire le parquet chez eux, ou pour faire du mobilier, ou pour bricoler, ou que sais-je. Il y a même des agriculteurs qui sont venus récupérer des choses pour faire des abris pour les vaches. Donc tout ça, ça devenait en fait autant de micro-projets qui, autour de l'opération, fabriquent une multitude de petits liens. Alors c'est comme ça, pour ça qu'on s'est amusé à l'appeler la maillerie. L'idée, c'était de fabriquer une espèce de couture sociale et de micro-petits liens, de micro-histoires autour de cette opération, considérant en fait que la valeur du quartier, c'était la somme des petites histoires qui s'étaient tissées autour du quartier, beaucoup plus que la valeur matérielle de ce qu'on y construisait. Et donc l'histoire du site et les résidus industriels, c'était le support de l'histoire future, puisque c'est avec ça qu'on fabriquait cette densité sociale et cette densité d'anecdotes. Alors j'ai une question pour vous deux, Benoît et Arnaud, pour le moment. Après, je passerai la parole à Guillaume. Quelles sont les conditions de réussite de tels projets ? Donc je veux bien que Benoît, tu poursuives sur ce type de projet ou sur d'autres exemples. On a encore un peu le temps. Et puis ensuite, Arnaud. Merci. Bah, vous l'avez peut-être compris, moi, mon métier, c'est de raconter des histoires. Donc, dans le bon sens du terme, pas de raconter des salades. Pour moi, les conditions de succès d'un tel projet, c'est justement leur capacité à nous entraîner et à nous permettre de raconter des histoires. Donc, en fait, de se dire que quand on développe une ville, notre métier, c'est de prolonger une histoire et pas de fabriquer une histoire ex nihilo, spung, dans les champs où on plante des immeubles. Et donc la richesse de ces friches, pour moi, c'est précisément ça. C'est que c'est plus facile à partir d'une friche de se dire qu'on va prolonger une histoire et donc de donner tout un tas toute une densité à ce qu'on réalise. Et donc à la fin, une valeur immobilière. Donc c'est ça le facteur clé de succès, c'est la capacité à raconter des histoires. Alors moi, je suis moins bon pour raconter des histoires. Je suis plus dans le concret. Le projet de la maillerie, c'était des anciens entrepôts, donc en termes de passif industriel, je pense que c'était pas extrêmement lourd. Mais il y a des sites qui le sont beaucoup plus. Et là, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que pour moi, la clé du succès, c'est l'anticipation. Je pense à un projet en région parisienne qui était un ancien garage automobile. Qui a été curé, c'est-à-dire que le bâtiment n'a pas été déconstruit, mais a été, je pense que tu en parlerais mieux que moi de ce type de travaux, mais on a gardé juste la structure, le maître d'ouvrage a gardé juste la structure. Le problème, c'est que le sous-sol était pollué par des polluants volatiles, des solvants chlorés. Et donc ce qui a été fait, en fait, c'est du traitement in situ, alors que le bâtiment était en place, sans le déconstruire. Donc on fait des ouvrages, quand je dis des ouvrages, c'est des puits c'est quelques centimètres ou dizaines de centimètres de diamètre, pour venir extraire les polluants et le site compatible avec l'usage futur. Parce qu'en fait, on n'a qu'une obsession, c'est ça. C'est que le site soit compatible avec son usage. Et ça, on ne peut pas le faire le jour où la boîte de construction commence à monter les planchers, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit anticipé avant. Parce que j'ai dit tout à l'heure les avantages du traitement in situ. J'ai omis de parler des inconvénients. Alors, est-ce que c'était volontaire ou pas? L'inconvénient du traitement in situ, c'est qu'il dure longtemps, en fait. Il dure longtemps, il dure généralement plusieurs mois, 6 mois, 9 mois, 1 an, 18 mois. Et donc quand on parle de temps comme ça dans la construction et dans l'immobilier, on se doute bien qu'on ne peut pas aller voir un maître d'ouvrage et lui dire pas de souci, la solution je l'ai, donnez-moi le terrain et puis dans 18 mois vous pourrez faire le bâtiment, quoi. Donc ça veut dire qu'il faut que ce soit prévu bien en amont. Et donc l'anticipation, pour moi, c'est la clé pour réussir ces projets. Alors justement, le mot concertation, est-ce qu'il revêt quelque chose de différent entre vous deux, à la fois sur la maillerie? Est-ce qu'il y a eu de la concertation avec les habitants ou de la pédagogie, des efforts de pédagogie à faire auprès des collectivités, etc. En quoi ça consiste?
Alors c'est plutôt sur... Benoît, je pense qu'il va répondre sur la partie politique et la partie habitant. Sur la partie technique, la concertation, en fait, elle est... à la fois, elle est simple, elle est compliquée. C'est-à-dire que dès le début, il faut penser à comment je vais gérer mon risque sanitaire, ma pollution, et aller parler aux bons interlocuteurs tout de suite, et pas à se dire c'est un problème, je sais que c'est un problème, je gérerai plus tard, et arriver en fait au bout de la chaîne et ne plus avoir le temps de gérer le problème. Donc la concertation, je ne pense pas qu'elle soit vraiment compliquée entre professionnels. Par contre, il faut que ça soit prévu dès le départ, quoi. Ouais, alors effectivement, la concertation, c'est un enjeu difficile. Alors pas tellement pour les terrains qui sont, on va dire, souillés ou en tout cas aménagés de manière un peu hétéroclite par des bâtiments sans intérêt, qui était mon exemple de tout à l'heure. Ça l'est davantage pour des terrains qui sont pollués et lourdement pollués. Alors la concertation, elle est difficile tout simplement parce que le sujet technique est difficile, le sujet est aussi un peu irrationnel. En plus, le sujet est assis sur des réglementations qui évoluent très vite, donc une vérité d'hier ou une proposition d'hier n'est pas forcément la bonne proposition pour aujourd'hui. Donc la concertation, effectivement, elle demande une anticipation extrêmement forte et elle demande en fait un travail pas tellement sur les techniques qui sont des techniques qui ne sont pas toujours très faciles à expliquer. Elle demande un travail sur le projet, puisqu'en fait, un projet de dépollution, contrairement à ce que son nom indique, ce n'est pas un projet de retrait de la pollution, c'est un projet de gestion de la pollution pour autant que possible apprendre à vivre avec. Ce qui, du coup, induit une concertation préalable, non pas sur la technique, mais sur le projet, puisque l'objectif, c'est bien de rendre compatible un projet, donc un usage, avec un site. Et c'est de ce point de vue-là que la concertation est plus facile à faire, sous l'angle du projet, sous l'angle de l'usage, beaucoup plus que sous l'angle de la technique. Mais effectivement, ça s'anticipe très en amont parce que c'est à la source du projet, ce débat-là, contrairement à la technique qui, elle, est un espèce d'aboutissement de la discussion et du projet. Alors, Guillaume Parra, vous êtes un spécialiste de la déconstruction puisque vous êtes responsable commercial très précisément de Prémisse, qui est filiale spécialisée de Colas en déconstruction. Alors, quelles opportunités voyez-vous pour vos clients et plus généralement pour la société tout entière, notamment par exemple sur la gestion des déchets ? Bonjour. Écoutez, je vais reprendre un petit peu ce qui a été dit précédemment aussi par mes collègues. Je vais repartir sur ce qu'on disait tout à l'heure sur l'histoire. Parce que justement, nous, nos métiers chez Prémisse, c'est plutôt de faire disparaître un peu l'histoire de ces différents sites. Puisque nous, on est justement un des leaders dans tous les métiers de la déconstruction, du curage, de la démolition, du désamiantage. Donc nous, chez Prémisse, on a créé ce maillage d'agences de proximité aussi qui répondent au développement économique et social des différents territoires. Donc nos métiers sont, comme je disais tout à l'heure, c'est du curage, c'est de la démolition, du démantèlement industriel. On fait également de la découpe de béton, tous les métiers qui sont liés au démantèlement, à la déconstruction. Et aujourd'hui, les enjeux qu'on est en train de développer, les grandes opportunités en tous les cas qu'on voit, qui sont totalement dans le développement et dans la fibre environnementale aujourd'hui, c'est complètement dans l'économie circulaire. Parce qu'aujourd'hui, on a de très très fortes demandes de la part de nos clients sur l'économie circulaire, donc qui consiste principalement à essayer de trouver une meilleure gestion, une gestion plus durable aussi de ces matériaux, de tous les différents matériaux qu'on peut rencontrer dans les bâtiments. Donc c'est vrai qu'on constate une mutation aujourd'hui aussi des opérations de démantèlement, c'est-à-dire qu'on commence à avoir de plus en plus de demandes sur du curage ou de la réhabilitation en tous les cas de bâtiments et où donc nous, aujourd'hui, on a commencé à développer justement un secteur chez nous et avec un chef de projet qui, aujourd'hui, apporte des solutions aussi à nos clients et qui répond à ces demandes sur l'économie circulaire. Donc aujourd'hui, le concept de l'économie circulaire, c'est déjà d'avoir une première caractérisation de tous les matériaux, tous les déchets qu'on peut avoir dans un bâtiment. Alors, je vais enlever le mot déchet parce que justement le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas en fait. Donc l'idée, c'est de retirer de ces bâtiments-là tout ce qu'on peut éventuellement envisager de recycler ou auquel on peut essayer de donner une seconde vie.
Donc il s'agit en premier lieu déjà d'apporter à nos clients ces solutions pour identifier, caractériser déjà toutes les ressources qui peuvent y avoir de disponibles dans des bâtiments. C'est totalement ce qui a été fait aussi sur le projet que présentait Benoît tout à l'heure. Alors c'est vrai que sur cette opération-là, nous on la connaissait puisqu'on l'avait chiffrée à l'époque. On avait été appelés, nous, pour, comme je vous disais, pour en supprimer l'histoire. Hein, c'est-à-dire que nous, on avait été appelés simplement sur de la démolition, du démantèlement de bâtiments. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, sur des opérations comme ça, on se rend compte que oui, il y a peut-être autre chose à en faire. Donc c'est vrai qu'on a maintenant ces compétences-là et on apporte ce savoir-faire à nos clients, on les accompagne sur des projets donc pour caractériser ces ressources. On commence à avoir également tout un réseau de repreneurs, donc on fait du sourcing aussi, on va proposer à certains clients, à certains fabricants, à certains constructeurs qu'on connaît qui reprennent en effet ces matériaux, qui sont capables de les recycler, de les upcycler aussi, c'est-à-dire de changer aussi d'affectation des produits, des matériaux. Pour exemple, il n'y a pas très longtemps, on a fait une opération où on a déposé des étagères, par exemple du bois d'étagères, des bois de porte, etc. On en a refait des meubles, on en a fait des bancs, du mobilier urbain, etc. Ensuite, donc, toutes ces annonces, enfin tous ces matériaux, tous ces produits, on est capable de les mettre en ligne aussi, de faire des annonces auprès de ces différents repreneurs. On fait ensuite de la dépose soignée de tous ces produits, on les reconditionne. Éventuellement, on est capable aussi de les recycler, de les remettre en état. Et puis de les revendre, de les remettre sur le marché. Donc on les reconditionne, on peut les stocker également, parce qu'il y a aussi quand même ces conditions des fois de stockage qui sont inhérentes à certains projets. Et ensuite on fait tout ce qui est bilan carbone aussi de ces opérations, une fois que les opérations sont terminées. Donc aujourd'hui c'est vrai que voilà, là, je dirais les métiers de demain, en tous les cas, dans la déconstruction aujourd'hui, les opportunités elles s'orientent principalement vers ça, vers l'économie circulaire. Et c'est principalement donc la visée là-dedans, c'est la réduction justement des déchets. C'est aussi bien évidemment une préservation des ressources naturelles, c'est la réduction des émissions de CO2. Et il y a aussi, après, au travers de ce que disait aussi Benoît, on crée aussi de l'emploi local, on favorise aussi le développement de PME, d'associations qui permettent de recycler, de réemployer tous ces matériaux. Alors, merci Guillaume. J'ai une question, désolé. Guillaume. Sur justement ce réemploi de matériaux, enfin l'évitement de déchets, est-ce que tu saurais nous dire à peu près aujourd'hui quel est le taux d'économie de déchets, je dirais, sur un projet de déconstruction? Alors, j'imagine que chaque projet est différent, mais si on peut avoir un ordre de grandeur, est-ce que c'est 10%, est-ce que c'est 30%, est-ce que c'est 50%, 80%, je ne sais pas. Alors, ce qu'il faut savoir pour replacer quelques éléments de décor, c'est que le BTP aujourd'hui, c'est un des principaux producteurs de déchets en France. Et rien que pour le bâtiment, c'est à peu près 46 millions de tonnes. Donc, on est à peu près sur 50%, et 50% de ces 46 millions de tonnes, c'est déjà principalement toutes les opérations de déconstruction. On peut monter jusqu'à 90% si on va sur les opérations de réhabilitation. Alors après, aujourd'hui, les taux de recyclage, déjà, si on parle d'opérations de démantèlement, de curage, c'est vrai qu'aujourd'hui, on arrive déjà quand même sur des taux de recyclage de 70, 80, 90, plus 95% à peu près de recyclage. Parce que c'est vrai que dans nos opérations, on a quand même des produits aujourd'hui, je dirais, qu'on connaît, sur lesquels les industriels qui sont à côté de nous aussi ont développé maintenant des taux de réincorporation aussi de leurs propres produits dans les nouveaux cycles de vie de leurs matériaux. Donc aujourd'hui, on a quand même des taux de valorisation qui sont assez élevés. Après, quand on parle en effet d'économie circulaire, aujourd'hui, on est capable de remonter encore un petit peu. Et là où le gain et tout ce qu'on améliore aussi, c'est surtout après, sur cet aspect environnemental, écologique, où on a des améliorations et des gains surtout sur le taux de CO2, les bilans carbone et en effet sur l'économie des ressources naturelles. Donc on est capable de monter jusqu'à 95-98%, ce qui est l'objectif, je dirais, à terme aussi du gouvernement. Donc tu as le côté quantitatif de recyclage, mais aussi le côté qualitatif, quoi, si j'entends. Oui, exactement. S'il nous reste un petit peu de temps ensuite, j'aimerais bien que vous nous citiez quelques exemples récents de bonnes pratiques. On va poursuivre avec Géophoros, qui n'est, comme son nom ne l'indique pas, qui n'est pas une île grecque, mais c'est celui du véhicule créé par Bouygues Immobilier avec Omnes pour financer la conversion de foncier. La finance est donc bien le nerf de la guerre en matière de réhabilitation.
me semble-t-il. Oui, alors c'est Arnaud Godard qui s'excuse de ne pas être là, qui devait parler de ce sujet. Moi, j'en ai beaucoup échangé avec lui, donc je vais prendre la main. En fait, Geophoros, c'est un fonds d'investissement qui a pour but d'acheter des terrains pour pouvoir les rendre disponibles à terme à la construction, qui cible on va dire les 10 plus grandes villes de France. C'est-à-dire des villes où il y a la démographie qui augmente et où il y a un besoin en terrain. Donc il cible je ne l'ai pas dit, mais il cible des friches en fait. Parce qu'il trouve ça sexy, je pense aussi, Benoît, comme toi. Et en fait, ils ont 3 thèmes sur lesquels ils se concentrent sur ces friches. Le premier thème, c'est la requalification. Donc en fait, la requalification, c'est le droit à construire, c'est le changement d'usage. Tout ça, on sait que ça peut prendre du temps et que c'est clairement, ça peut être bloquant pour réutiliser un terrain. Ensuite, c'est la recomposition. Donc, quand on parle de recomposition, on parle de remembrement en fait, c'est-à-dire d'acquérir plusieurs terrains qui peuvent être les uns à côté des autres. Ouais, je sais pas. Et le dernier point, là où je suis le plus à l'aise, c'est évidemment la dépollution et l'aménagement. Parce que qui dit friche dit dépollution. Et dépollution, c'est vrai que c'est un mot un peu valise, tu le faisais remarquer, Benoît, sur la dépollution. Il y a de la grosse question de l'usage et finalement dépolluer en tant que tel, ressortir les polluants en tant que tel, ça ne peut être qu'une petite partie de ce qu'il y a à faire. Mais il y a une communication forte à avoir là-dessus, de l'anticipation, du temps. Et Geophoros est là pour ça, en fait. Il est là pour pouvoir gérer ces projets dans le temps un peu long, puisque ça prend 2 à 4 ans en fait, à sortir un projet à partir de l'achat du site. Donc ils interviennent très en amont pour pouvoir rendre ce site disponible. Et 2 chiffres qu'il m'a donné, que je vous communique, pour que vous ayez les ordres de grandeur. Le fonds il représente à peu près 100 millions d'euros. Et sur 100 millions d'euros, l'objectif, c'est de faire sortir à terme 2000 logements en fait, de terre. Voilà, j'espère qu'il n'y aura pas trop de questions sur Geophoros, mais je communiquerai. Mais le contact est donc chez Bouygues Immobilier, donc... Exactement, Arnaud Godard. Arnaud Godard, voilà. On a peut-être 1 minute. Guillaume, si tu as une référence récente, tant dans la déconstruction ou dans l'économie circulaire, si tu veux en parler. Je n'ai pas forcément là tout de suite comme ça amené de référence, mais les dernières opérations qu'on a eu réalisées, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, donc sur des projets beaucoup sur Paris, puisque ce sont les plus gros, je dirais aujourd'hui les plus gros demandeurs en termes de projets d'économie circulaire. Et surtout, l'effet un peu marquant, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a fait de l'upcycling. Donc c'est vraiment, on est un petit peu en droite ligne de ce que disait tout à l'heure Benoît, où on a récupéré en effet du bois, alors tout ce qui était bois d'étagère, bois de porte, etc. Et qu'on a, donc j'ai pas pris toutes les photos, mais on a en effet créé du mobilier urbain avec. Donc c'est très joli, hein, c'est assez moderne, ça a été fait par un architecte. Et voilà, c'est typiquement le genre de projet qu'on est capable de faire. On fait aujourd'hui aussi, on a un dépôt donc, qui est du côté de Montgé, dans le nord de l'agglomération parisienne, où on fait du stockage justement là actuellement de divers matériaux qu'on dépose sur une opération là, qu'on a sur l'agglomération parisienne. Très bien. Un petit peu les opérations qu'on fait actuellement. Merci beaucoup. Alors la conférence touche à sa fin. J'en profite d'ailleurs pour vous signaler demain la conférence « Comment diminuer l'empreinte carbone dans les travaux publics » qui se tiendra à 9h30 juste à côté au Forum Ville et Territoires Durables. On vous a mis à l'écran les contacts des 3 conférenciers d'aujourd'hui, si vous voulez les contacter. Et puis enfin, j'aimerais que chacun d'entre eux résume en quelques secondes, en tout cas en moins de 30 secondes, leur solution pour limiter l'artificialisation des sols. Arnaud, tu veux commencer ? Non. Benoît alors. Benoît qui aime raconter des histoires. Non, je vais commencer. En fait, si je devais résumer, je dirais que reconvertir des friches, ça n'a que des avantages. Mais pour ça, il faut 2 choses. Il faut de l'anticipation et de la concertation. Je sais que je martèle un peu les mots, mais ils sont vraiment importants en fait. Il faut anticiper, il faut se concerter pour trouver les bonnes solutions en amont. Et si malgré tout ça, je dirais le projet ne se boucle pas pour des raisons financières, il faut aller regarder ce qui est possible, notamment avec les fonds friches, pour arriver à faire que l'opération puisse se faire. Benoît, c'est à toi.
Non, mais moi, je raconte toujours la même chose. Je pense qu'une friche, c'est chouette, ça rime pas, mais ça peut faire un bon slogan pour la fin. Et puis derrière, il y a effectivement, Géophoros n'est pas là, mais le raisonnement sur les friches est finalement, je suis assez d'accord avec Géophoros, la tolérance à la construction dans les champs est devenue à peu près nulle, jusqu'à ce qu'elle soit réglementée pour devenir franchement nulle. Le marché de la construction et du renouvellement de logements est un espèce de puits sans fond. C'est comme quand vous versez de l'eau sur la plage. Il y en a toujours besoin et le sable ne sera jamais mouillé, donc on peut y aller. Et donc les friches, c'est un bon produit d'avenir. Donc c'est à la fois pour moi une belle opportunité et je pense, comme Géophoros doit le penser, même s'il n'est pas là pour dire que c'est aussi un bel investissement. Merci. Guillaume? Ben moi, je dirais simplement en conclusion qu'en fait aujourd'hui, les métiers, enfin la mutation en tous les cas de la transformation de nos métiers de la déconstruction, aujourd'hui ils ont quand même certains freins et c'est là où on a aussi besoin de partenaires et d'industriels parce que seuls ces gens-là aujourd'hui sont capables d'intégrer déjà dans leur process de fabrication ou d'améliorer en tous les cas, de réfléchir et d'intégrer tout de suite aussi le futur de leurs produits pour essayer d'envisager leur démontabilité, leur recyclage dans le temps. Et c'est ça dont on a besoin. On a besoin également, après, en parallèle, de développer aussi tout ce réseau quand même de professionnels qui vont s'intéresser en effet à récupérer des produits plutôt que d'aller en effet acheter de la matière première et aller consommer encore les ressources naturelles. Voilà. Merci beaucoup.